Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Magi. Donc une vidéo dans laquelle on va parler d'un truc un peu différent de d'habitude. Ça va pas être de la topologie, ça va pas être des exos, etc. Ça va juste être quelque chose que j'ai trouvé, enfin j'ai pas trouvé, mais quelque chose qui m'a intéressé récemment. Et qui bon, a déjà été trouvé par plein de gens, etc. Mais bref, c'est une discussion que je trouve intéressante à avoir sur les nombres réels. Et en fait, enfin, si vous... En fait, toute la question repose sur comment on définit les nombres réels, en fait. Et qu'est-ce que c'est les nombres réels? Parce que c'est un peu compliqué à se figurer ça, en vrai. Typiquement, le nombre pi, bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de définir c'est quoi le nombre pi. Enfin, ou encore pire, qu'est-ce que ce serait un ensemble de nombres, R, qui contiendrait pi, e, etc. Bref, comment est-ce qu'on on fait un sens intuitif de ces nombres-là? Comment on donne du sens justement à qu'est-ce que c'est ces nombres réels? Donc alors, du coup c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de parler un peu de corps ordonnés, de corps complets, et de montrer qu'en fait, R, il y a une certaine unicité, disons, c'est-à-dire que R en fait ça va être le seul corps complet et ordonné qui existe. Voilà. Donc à isomorphisme près, bien évidemment. Mais voilà, donc c'est... enfin, isomorphisme croissant, etc. près, évidemment. Mais voilà. Donc R va être en fait le seul corps qui a ces propriétés-là. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est les propriétés de corps ordonnés, etc. pour qu'on puisse mieux comprendre. Et du coup, ça va un peu... Ces propriétés-là vont un peu caractériser qu'est-ce que c'est justement les nombres réels. Donc, on va commencer. donc, alors la première chose à savoir, c'est donc c'est bon. Normalement, vous savez tous ce que c'est un corps, mais alors on va peut-être parler de corps ordonné. Donc, alors un corps ordonné. Enfin, je vais prendre K un corps. K un corps est dit ordonné si il existe du coup une partie P dans K qu'on va appeler les positifs. Et vérifiant, alors ça doit vérifier deux trucs. Donc P doit être stable par addition et multiplication. Voilà. Et la deuxième chose, si donc ça c'est donc bon, on garde la positivité et alors ensuite on veut dire que K il y a une certaine symétrie par rapport à l'élément 0. Donc si X est différent de 0, alors X appartient à P ou X appartient à moins P. Alors non, soit X appartient à P, soit X appartient à moins P. Voilà. Donc, comme vous voyez, eh bien, on a du coup une espèce de symétrie par rapport à 0. Alors, cette définition-là, en fait, elle va nous permettre de mettre une relation d'ordre sur le corps, une relation d'ordre qui va être compatible à toutes les opérations. Donc ça va être super. Enfin, pas toutes les opérations, mais enfin, le même genre de compatibilité qu'on attendrait sur R, par exemple. Donc ça va nous permettre de définir A plus petit que B, si et seulement si, alors ça va être quoi? Du coup, ça va être B-A est positif. Et alors on peut checker que tout ça, c'est une relation d'ordre, il n'y a pas de problème. Ça c'est une relation d'ordre, c'est une relation d'ordre qui vérifie en plus qu'on peut faire A plus C, que ça implique que A plus C est plus petit que B plus C, ça implique qu'on peut multiplier par des choses positives, etc. Enfin bref, c'est... ou négative, quitte à renverser l'égalité. Globalement, on a une relation d'ordre qui se comporte vraiment pareil que celle qu'on a sur R, en gros. Donc ça, c'est voilà, donc c'est un corps ordonné. Et alors, en fait, un truc avec les corps ordonnés, c'est que... donc... En fait, ils peuvent pas... Comment dire? C'est pas n'importe quel corps qui est un corps ordonné, en fait. C'est-à-dire que... si on a... donc... En fait, on a la proposition suivante, en fait. C'est que K... donc si on a K un corps ordonné... alors, donc, il est de caractéristiques nulles. Caractéristiques nulles. Ok. Comment on fait ça? Donc, comment on peut voir ça? Alors, en gros, globalement, ça va revenir à la chose suivante. Donc, si K est de caractéristiques non nulles.
Alors bon, bah, du coup on va prendre la caractéristique de K. Alors on peut montrer, alors prenons, prenons du coup la caractéristique de K N, admettons, enfin non P du coup, P la caractéristique de K. Donc j'écris P parce que ça va être un nombre premier, hein. Mais oui voilà, j'écris P parce que ça va être un nombre premier, mais vraiment on s'en fiche, honnêtement que ce soit un nombre premier dans cet argument là. Attendez, est-ce qu'on s'en fiche complètement? Non, on s'en fiche pas en fait. Donc P, donc ça va être la caractéristique de K. Donc alors P est premier. Alors ça c'est assez facile à voir en vrai. Parce que donc on sait que la caractéristique c'est le plus petit nombre de fois qu'on doit additionner 1 avant de tomber sur 0. Mais alors du coup, donc alors si P n'est pas premier, bon, alors du coup on écrit P égale Mn, ok. Et alors avec M et N non nul, enfin non 1 pardon. Et alors du coup bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mn fois 1 égale 0. Donc c'est à dire que si on additionne M fois le nombre 1, enfin M fois N fois le nombre 1, on tombe sur 0. Et quand je parle de 1, je parle bien évidemment de l'unité de K. Hein. Voilà. Ok. Donc, mais alors, sauf que ça veut dire ça. En fait. Parce que, enfin ça c'est juste parce qu'on est dans un corps quoi. Et donc ça c'est égal à 0. Et comme on est dans un corps, c'est intègre. Donc c'est à dire que un de ces deux trucs là est égal à 0. Bon bah du coup, ça veut dire que, bah au final, au final, c'est-à-dire que M, par exemple, M fois 1 égale 0, donc M est strictement plus petit que P, la caractéristique, enfin or, pardon. Et ça c'est absurde, parce que la caractéristique, par définition, c'est le nombre minimal de fois qu'il faut faire 1 pour tomber sur 0. Donc en fait, on voit bien que P doit être un nombre premier. Bon. Maintenant qu'on a ce truc-là, maintenant qu'on a ça, en fait, que P c'est un nombre premier, bon, du coup, déjà, on sait qu'il y a des corps à P éléments, qu'on appelle FP, qui s'appelle aussi Z sur PZ, si on veut. Mais je vais lui juste noter FP pour être plus simple. Donc, ok, donc P a la caractéristique de K, P est premier, ok. Donc, on a qu'en fait, FP, il y a un morphisme de corps qui envoie FP dans K. Et ce morphisme, il est injectif. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, le morphisme, c'est très simple, on envoie 1 sur 1. Et c'est tout. Parce que du coup, 1, il va engendrer tout FP, donc ça définit bien notre truc. Et alors, 1, ça va engendrer tout FP. Et comme K, il est de caractéristique P, eh bien, ce truc-là va être bien défini. Bon, on peut le montrer mieux, mais voilà, il faut juste se dire que K, en fait, il contient FP. Donc, on va juste noter que K contient FP, ok. Donc, en fait, K étant ordonné, FP aussi. Bah oui, parce que du coup, il suffira de prendre l'intersection des éléments positifs de K avec les éléments, avec FP, et on aura bien des éléments qui restent positifs du coup, avec notre, on aura bien une notion d'élément positif pour FP. Donc, ça va transférer. Donc en fait, l'ordre qu'on va mettre sur K, il va être compatible à FP aussi. Et là, on va avoir un problème. Parce que, donc ok, donc très bien, soit P inclus dans FP, ces éléments positifs, et alors on va avoir globalement un souci. Parce qu'on va prendre X dans P, ok, mais alors, du coup, X dans P, ok, mais on sait du coup que, alors là on va juste faire un tout petit peu de groupe, de théorie des groupes pour voir qu'est-ce qu'on fait. On va regarder les itérés de X, donc c'est-à-dire N fois X, ok. C'est-à-dire en gros on va additionner X N fois. Bon ça en fait ça apporte le nom du sous-groupe engendré par X, le sous-groupe additif engendré par X, et ça c'est un sous-groupe du coup de FP. Ok. Mais en fait les sous-groupes de FP, on sait que c'est soit 0,
soit fp. Pourquoi? Parce que le théorème de Lagrange, en fait. Essentiellement, c'est ça. Donc, bon, si du coup x il était non nul, hein, on va prendre non nul, alors du coup ça veut dire que x plus là, ça va être égal à fp du coup. Donc tous les éléments de fp peuvent être engendrés par x. Mais x est positif. Donc, comme x est positif, bah, du coup on a que x plus x est positif, et donc nanani nanana, on a que tous les x plus sont positifs. Donc, que, en fait, P égale FP. Donc tous les éléments de FP sont positifs. Et là, on va avoir un problème. Parce qu'en fait, si, parce que dans les axiomes que doivent vérifier ces éléments positifs-là, il y en a un qui dit que si x est différent de 0, x est dans P, enfin soit x est dans P, soit x est dans moins P. Mais là, ça peut clairement pas marcher parce que P c'est tout l'ensemble. Donc en fait, c'est absurde. Donc effectivement, K, s'il est, il est ordonné, il va être de caractéristiques nulles. Et donc en fait, c'est un corps qui va contenir Q dans l'idée. Pourquoi il va contenir Q? C'est ce morphisme-là. Voilà. Donc K va être un corps qui va contenir Q, donc ça va être une espèce de, ça va être un surcorps de Q. Bon, très bien. Mais alors, un corps ordonné, enfin, oula. Ok, ça fait le focus. Donc un corps qui est... donc un corps ordonné, ça suffit pas à nous donner les nombres réels en fait. Parce que Q, c'est un corps ordonné. Parce qu'il y a évidemment des éléments positifs, et voilà quoi. Donc Q, ça va nous donner un corps ordonné aussi. Donc ça marche pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va... il faut rajouter une propriété à Q, et pour qu'on ait les nombres réels. Bon, cette propriété, elle est assez connue en général, c'est la propriété de complétude. Il faut que Q soit complet. Qu'est-ce que ça veut dire il y a deux manières de définir la complétude. Soit on définit la complétude à l'aide de la valeur absolue. Ok. Donc en gros, soit on définit la complétude comme une affaire de métrique, soit on définit la complétude avec des histoires de bornes d'ensemble. On va plutôt partir là-dessus parce que ça va être plus simple à mettre en place. Donc, définition. On va prendre du coup un corps ordonné K. Elle dit complet si pour tout A inclus dans K borné, enfin, ouais, du coup majoré on va mettre, A admet une borne supérieure. Et alors, borne supérieure, IE, un plus petit élément dans ces majorants. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, voilà. Donc ça c'est la définition d'un corps complet à partir de ordonnées. Alors quand je dis majoré ici, c'est pour la relation d'ordre qu'on a mis sur K, qui du coup dépend de l'ensemble des positifs, évidemment. Et borne supérieure, du coup, bah, ça doit être un majorant qui est le plus petit des majorants, toujours pour la même relation d'ordre. Ok. Donc ça va être ce qu'on va dire va être un corps complet. Et alors, bon, premier théorème, globalement, R est complet. Alors, bon, c'est un peu bizarre étant donné ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire R, etc. Mais alors, si on prend par exemple une construction, parce qu'il y a plusieurs manières de construire R, une des manières, donc la manière qui satisfait ça, c'est la manière avec les coupes de Dedekind. Je vais pas en parler ici, mais voilà, donc l'idée c'est de prendre des sous-ensembles de rationnels comme ça, et on dit que ça c'est un nombre réel, et voilà. Bref. Ok, donc il y a plus. Donc quand je dis R ici, en fait, j'entends plutôt R construit comme coupure de Dedekind. Je vous mettrai un lien dans la description
pour savoir de quoi on est en train de parler ici. Mais c'est une construction qui est un peu relou à spécifier et tout. Donc voilà, surtout que voilà, il y a pas mal de choses qui sont chiantes comme la multiplication. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont chiantes à définir. Donc je vais vraiment pas le faire, mais voilà. Donc R construit de cette manière-là vérifie du coup est complet. Et ça c'est un peu bon, c'est un peu par construction du coup des coupures de Dedekind. Et voilà. Ok, donc ça c'est notre premier théorème. On va pas le prouver parce que c'est ce théorème c'est littéralement la construction de Dedekind. Ce qu'on va prouver, c'est que tous deux corps K, K', ordonnés, complets, sont isomorphes. Alors qu'est-ce que je veux dire par isomorphe? Parce que du coup, il y a plusieurs... comment dire, on pourrait dire isomorphe en tant que corps. Alors ça va être vrai effectivement, mais en fait on a même mieux. On va avoir isomorphe en tant que corps ordonné. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc en gros l'isomorphisme doit être croissant. Croissant ou monotone peut-être. Bon, enfin c'est un truc dans le genre en tout cas. L'isomorphisme, il doit être, on va dire croissant ici. Ok. Donc voilà, donc c'est globalement le truc qu'on va essayer de montrer. Donc maintenant on va essayer de montrer un peu, enfin en tout cas ce qu'on peut montrer sans trop rentrer dans les détails de la construction de Dedekind. Mais du coup, donc on va essayer de montrer la proposition que du coup, si on a K et K' des corps ordonnés, bah alors du coup K il va être isomorphe à K'. Ok. Bon alors, donc en fait on va le... Comment on va faire? On va partir de R pour le faire. On va montrer en fait que K il va être isomorphe à R. D'accord, ok. Comment on va faire ça? Alors, donc là, bon, c'est un peu pénible parce que du coup, j'ai pas accès à... j'ai pas expliqué la construction des Dedekind. Mais en gros, dans la construction des Dedekind, alors c'est vraiment approximatif, hein, mais globalement, R, c'est l'ensemble des sup de A, où A c'est un sous-ensemble de Q, et A, du coup, il est borné au-dessus. Voilà, enfin majoré du coup. Ok, donc alors ça c'est pas c'est pas rigoureux d'écrire ça, mais si vous voyez, vous avez un peu la construction des Dedekind en tête, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que globalement ça on peut l'écrire dans notre construction de Dedekind, mais on peut pas l'écrire dans l'absolu. Bref, bon c'est... En tout cas, il faut juste retenir ça en gros. C'est-à-dire que il faut juste retenir cette idée là. Ok, alors maintenant qu'on a cette idée là, on va pouvoir déduire des trucs. Donc K, il est de caractéristiques non nul, pardon. Donc Q, il va s'injecter dans K. Donc en fait, pourquoi Q va... Enfin du coup c'est avec le morphisme que j'avais dit tout à l'heure. Donc on peut à la limite supposer que Q il est inclus dans K. Voilà. Quitte à foutre une copie là-dedans, pas très grave. Donc on va dire que Q est inclus dans K, ok. Donc, mais sauf que du coup, R, on sait que c'est l'ensemble des sup de sous-ensembles de A, enfin de Q. Donc en fait, par vraiment je fais l'argument à peu près pour que ce soit compréhensible par le plus de gens possible, mais ce serait pas comme ça qu'on l'écrirait, mais bref. Mais du coup, on aurait que Q, il est inclus dans R, et R il est inclus dans K. Ok? Bon, et ben maintenant... C'est super. Bah alors pourquoi j'ai ça? Donc parce que K du coup il est parce que du coup là K étant ordonné et complet, le sup de A, oui. Oui pardon. Du coup pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que du coup les bornes sup de A, donc c'est qu'on identifie aux éléments de R, et ben elles sont toutes dans K. Et pourquoi elles sont toutes dans K? Parce que K est complet. Donc on a ce truc là. Ok. On a ce truc là, et en plus de ça, quelque chose d'intéressant, la relation d'ordre qu'on avait ici,
et ben en fait elle passe bien à la restriction. Voilà. Donc globalement on peut utiliser la même relation d'ordre sur R sur K et pas trop s'embêter. Ok. Et donc maintenant on a que R est inclus dans K. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a qu'il y a une fonction qui va de R dans K comme ça. Injective. Et on aimerait bien montrer qu'elle est surjective. Comment on va faire? On va prendre X dans K et on va essayer de lui trouver un antécédent. Oui, c'est ça, on va essayer de lui trouver un antécédent. Alors, donc en gros, comme nous on avait dit que R était. Comme on avait pris ce truc là, on va essayer juste de montrer qu'il y a l'inclusion réciproque. Ok. Et alors, là, du coup, l'astuce c'est la suivante, qui est pas très compliquée à faire. On va considérer l'ensemble qu'on va appeler S de X. Ça va être l'ensemble de tous les Y qui sont des nombres réels, tels que Y va être plus petit que X. Alors, ça c'est évidemment un ensemble borné, ok, c'est un ensemble borné dans K. Et donc en fait ça va être un ensemble borné dans R. Donc ça c'est un sous-ensemble de R. Donc ça c'est borné dans K et donc ça va être borné dans R. Pourquoi ça? Parce que du coup, si on prend un élément de K, et ben on va pouvoir lui trouver un élément de R qui va être plus grand. Sinon ça va être très très absurde. Mais donc voilà, donc ce truc là, il est majoré. Donc, du coup on peut poser la borne sup qu'on va appeler X étoile de cet ensemble. Ok. Et alors, comme R est complet et que ça c'est un sous-ensemble de R, ça c'est dans R. Ok. Alors c'est dans K évidemment, mais c'est surtout dans R, c'est ça qui va être intéressant. Okay. Et alors le but maintenant, ça va être de montrer que X étoile est égal à X, tout simplement. Alors premier truc, X étoile, alors on va voir qu'est-ce qui est le sens facile. X étoile est plus petit que X. Pourquoi ça? Parce que du coup, X major SX, donc, du coup X c'est juste ça en fait, X major SX, et du coup par définition de plus petit des majorants, on a ce truc là. Ok. Pour l'autre sens, ça va être un petit peu plus tendu, mais faisable. On va prendre epsilon, alors je vais bien l'écrire, un réel strictement positif. Et on va regarder X étoile plus epsilon, tout simplement. Bon alors, X étoile plus epsilon, clairement c'est pas dans l'ensemble S de X. Et comme ça c'est un réel, et ça c'est un réel, ça aussi c'est un réel. Donc en fait ça appartient à R privé de S de X. Donc, X étoile plus epsilon, ça va être strictement plus grand que X. Ok, gardons ça en tête. Et en fait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder tout simplement l'ensemble A, qui va être du coup tous les X étoiles plus epsilon, avec epsilon dans R plus étoile. Ça c'est toujours un sous-ensemble de R, pas de problème. C'est toujours un sous-ensemble de R. Alors je vais peut-être décaler un peu la preuve. Donc je vais effacer ça. Donc, ça c'est un sous-ensemble de R. Et on peut du coup regarder, et il est minoré. Donc on peut regarder sa borne inférieure, qui va être un nombre réel. Donc on va noter A, la borne inférieure de grand A. Okay. Alors, truc facile à voir, c'est que A, il va être plus grand que X. Donc A est plus grand que X. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce que du coup, X, comme on le voit ici, X c'est un minorant de notre ensemble A. Donc en fait, du coup, on a juste ça. Parce que A c'est le plus grand des minorants. Ok. A est plus grand que X. Et alors, le deuxième truc, c'est que A, c'est X étoile en fait. Bon, ça se voit un peu vu la tête de l'ensemble. Voilà. Bon, je vais quand même le démontrer puisque c'est un peu la seule chose qui se passe dans cette preuve. Donc A c'est X étoile. Donc alors première chose à voir, c'est que A c'est plus grand que X étoile, parce que X étoile c'est un minorant. Et alors du coup, si A était strictement plus grand que X étoile, et bien en fait on va pouvoir caler un X étoile plus epsilon là-dedans,
Ouais, c'est ça. Avec lui un réel, strictement positif. Absurde. Et donc, on a égalité entre les deux. Et donc, qu'est-ce qu'on déduit de tout ça? Donc, du coup, on a que x étoile est plus grand que x. Donc, x étoile égale x. Et donc, au final, bon, je vais effacer ça du coup. X étoile égale x, qui du coup est un nombre réel. Donc, k est égal à x étoile. K égale r. Voilà. Et donc, bon, là je l'ai fait un peu d'une manière bidon. J'ai dit que Q était inclus dans R, qui était inclus dans K, etc. Mais donc dans le cas général, si on ferait les choses bien, là il y aurait un isomorphisme entre les deux. Voilà. Un isomorphisme, du coup, je suppose de corps ordonné, parce que je crois que ça doit conserver l'ordre. Okay. Et donc en fait, on a bien démontré ce qu'on veut. C'est que du coup, tous les corps ordonnés, ils sont isomorphes à R, donc globalement, ils sont tous isomorphes. Ordonnés complets, pardon, tous les corps ordonnés complets. Voilà. Et donc, finalement, le théorème, enfin, c'est pas vraiment un théorème, mais R, du coup, c'est, on peut le définir en fait, comme, c'est pas vraiment un théorème, c'est vraiment moral. R est défini comme, du coup, un corps ordonné, complet. Donc c'est juste, en fait, R c'est juste un système de nombres où on peut additionner, multiplier, tout ça de manière compatible avec, une relation d'ordre, parce que c'est ça que veut dire ordonné globalement, et en plus de ça, en fait, on a un continu de nombres, donc en fait, ça c'est la partie complétude. Donc qu'est-ce que c'est donc en fait, c'est des propriétés que, évidemment, on sait que R a ces propriétés-là, mais je trouve ça, personnellement, je trouve ça assez intéressant, un peu philosophiquement, de voir que, en fait, ces propriétés-là qu'on utilise tout le temps de R, en fait, c'est exactement ce qui définit R. Et donc c'est un peu, voilà, la morale, c'est que c'est un peu ça, un nombre réel, en fait. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo un peu bizarre vous aura plu, où on fait des choses sur... sur R sans trop bien les démontrer. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai d'autres vidéos un peu plus classiques en préparation. Voilà, et sur ce, Joyeux